Guy de Maupassant, le mariage du lieutenant Larrey. Dès le début de la campagne, le lieutenant Larrey prit aux Prussiens 2 canons. Son général lui dit « Merci, lieutenant » et lui donna la croix d'honneur. Comme il était aussi prudent que brave, subtil, inventif, plein de ruses et de ressources, on lui confia une centaine d'hommes, et il organisa un service d'éclaireur qui, dans les retraites, sauva plusieurs fois l'armée. Mais, comme une mer débordée, l'invasion entrait par toute la frontière. C'étaient de grands flots d'hommes qui arrivaient les uns après les autres, jetant autour d'eux une écume de maraudeurs. La brigade du général Carrel, séparée de sa division, reculait sans cesse, se battant chaque jour, mais se maintenait presque intacte grâce à la vigilance et à la célérité du lieutenant Larrey, qui semblait être partout en même temps, déjouait toutes les ruses de l'ennemi, trompait ses prévisions, égarait ses hulans, tuait ses avant-gardes. Un matin, le général le fit appeler. « Lieutenant, dit-il, voici une dépêche du général de la Serre, qui est perdu, si nous n'arrivons pas à son secours demain, au lever du soleil. Il est à Blainville, à 8 lieues d'ici. Vous partirez à la nuit tombante avec 300 hommes, que vous échelonnerez tout le long du chemin. Je vous suivrai 2 heures après. Étudiez la route avec soin. J'ai peur de rencontrer une division ennemie. » Il gelait fortement depuis 8 jours. À 2 heures, la neige commença de tomber. Le soir, la terre en était couverte, et d'épais tourbillons blancs voilaient les objets les plus proches. À 6 heures, le détachement se mit en route. 2 hommes marchaient en éclaireur, seuls, à 300 mètres en avant. Puis venait un peloton de 10 hommes que le lieutenant commandait lui-même. Le reste s'avançait ensuite sur 2 longues colonnes. À 300 mètres sur les flancs de la petite troupe, à droite et à gauche, quelques soldats allaient 2 par 2. La neige qui tombait toujours les poudrait de blanc dans l'ombre. Elle ne fondait pas sur leurs vêtements, de sorte que, la nuit étant obscure, ils tachaient à peine la pâleur uniforme de la campagne. On faisait halte de temps en temps. Alors on n'entendait plus que cet innommable froissement de la neige qui tombe, plutôt sensation que bruit, murmure léger, sinistre et vague. Un ordre se communiquait à voix basse, et, quand la troupe se remettait en route, elle laissait derrière elle une espèce de fantôme blanc debout dans la neige. Il s'effaçait peu à peu et finissait par disparaître. C'étaient les échelons vivants qui devaient guider l'armée. Les éclaireurs ralentirent leur marche. Quelque chose se dressait devant eux. « Prenez à droite, dit le lieutenant. C'est le bois de Ronfé. Le château se trouve plus à gauche. » Bientôt, le mot « halte » circula. Le détachement s'arrêta et attendit le lieutenant, qui, accompagné de 10 hommes seulement, poussait une reconnaissance jusqu'au château. Ils avançaient rampant sous les arbres. Soudain, tous demeurèrent immobiles. Un calme effrayant plana sur eux. Puis, tout près, une petite voix claire, musicale et jeune traversa le silence du bois. Elle disait « Père, nous allons nous perdre dans la neige. Nous n'arriverons jamais à Blainville. » Une voix plus forte répondit « Ne crains rien, fillette, je connais le pays comme ma poche. » Le lieutenant dit quelques mots, et 4 hommes s'éloignèrent sans bruit, pareils à des ombres. Soudain, un cri de femme, aigu, monta dans la nuit. 2 prisonniers furent amenés, un vieillard et une enfant. Le lieutenant les interrogea, toujours à voix basse. « Votre nom ? » « Pierre Bernard. Votre profession ?
sommelier du comte de Ronfay. C'est votre fille ? Oui. Que fait-elle ? Elle est lingère au château. Où allez-vous ? Nous nous sauvons. Pourquoi ? 12 Uhlans ont passé ce soir. Ils ont fusillé 3 gardes et pendu le jardinier. Moi, j'ai eu peur pour la petite. Où allez-vous ? À Blainville. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une armée française. Vous connaissez le chemin ? Parfaitement. Très bien, suivez-nous. On rejoignit la colonne et la marche à travers champs recommença. Silencieux, le vieillard se tenait aux côtés du lieutenant. Sa fille marchait près de lui. Tout à coup, elle s'arrêta. « Père, dit-elle, je suis si fatiguée que je n'irai pas plus loin. » Et elle s'assit. Elle tremblait de froid et paraissait prête à mourir. Son père voulut la porter. Il était trop vieux et trop faible. « Mon lieutenant, dit-il en sanglotant, nous gênerions votre marche. La France avant tout. Laissez-nous. » L'officier avait donné un ordre. Quelques hommes étaient partis. Ils revinrent avec des branches coupées. Alors, en 1 minute, une litière fut faite. Le détachement tout entier les avait rejoints. « Il y a là une femme qui meurt de froid, dit le lieutenant. Qui veut donner son manteau pour la couvrir ? 200 manteaux furent détachés. Qui veut la porter maintenant ? Tous les bras s'offrirent. La jeune fille fut enveloppée dans ses chaudes capotes de soldat, couchée doucement sur la litière. Puis, 4 épaules robustes l'enlevèrent. Et, comme une reine d'Orient portée par ses esclaves, elle fut placée au milieu du détachement, qui reprit sa marche, plus fort, plus courageux, plus allègre, réchauffé par la présence d'une femme, cette souveraine inspiratrice qui a fait accomplir tant de prodiges au vieux sang français. Au bout d'1 heure, on s'arrêta de nouveau, et tout le monde se coucha dans la neige. Là-bas, au milieu de la plaine, une grande ombre noire courait. C'était comme un monstre fantastique qui s'allongeait ainsi qu'un serpent, puis soudain se ramassait en boule, prenait des élans vertigineux, s'arrêtait, repartait sans cesse. Des ordres murmurés circulaient parmi les hommes, et, de temps à autre, un petit bruit sec et métallique claquait. La forme errante se rapprocha brusquement, et l'on vit venir au grand trot, l'un derrière l'autre, 12 Uhlans perdus dans la nuit. Une lueur terrible leur montra soudain 200 hommes couchés devant eux. Une détonation rapide se perdit dans le silence de la neige, et tous les 12, avec leurs 12 chevaux, tombèrent. On attendit longtemps, puis on se remit en marche. Le vieillard qu'on avait trouvé servait de guide. Enfin, une voix très lointaine cria « Qui vive ?» Un autre, plus proche, répondit un mot d'ordre. On attendit encore. Des pourparlers s'engageaient. La neige avait cessé de tomber. Un vent froid balayait les nuages, et derrière eux, plus haut, d'innombrables étoiles scintillaient. Elles pâlirent, et le ciel devint rose à l'orient. Un officier d'état-major vint recevoir le détachement. Mais, comme il demandait qui l'emportait sur cette litière, elle s'agita. 2 petites mains écartèrent les grosses capotes bleues, et, roses comme l'aurore, avec des yeux plus clairs que n'étaient les étoiles disparues, et un sourire illuminant comme le soleil qui se levait, une mignonne figure répondit « C'est moi, monsieur. » Les soldats, fous de joie, battirent des mains et portèrent la jeune fille en triomphe jusqu'au milieu du camp qui prenait les armes. Bientôt après, le général Carrel arrivait. À 9 heures, les Prussiens attaquaient. Ils battaient en retraite à midi. Le soir, comme le lieutenant Larrey, rompu de fatigue, s'endormait sur une botte de paille, on vint le chercher de la part du général. Il le trouva sous sa tente,
causant avec le vieillard qu'il avait rencontré dans la nuit. Aussitôt qu'il fut entré, le général le prit par la main et, s'adressant à l'inconnu, « Mon cher comte, dit-il, voici le jeune homme dont vous me parliez tout à l'heure, un de mes meilleurs officiers. » Il sourit, baissa la voix et reprit, « Le meilleur. » Puis, se tournant vers le lieutenant abasourdi, il présenta le comte de Ronfet-Quédissac. Le vieillard lui prit les deux mains. « Mon cher lieutenant, dit-il, vous avez sauvé la vie de ma fille. Je n'ai qu'un moyen de vous remercier. Vous viendrez, dans quelques mois, me dire si elle vous plaît. » Un an après, jour pour jour, dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, le capitaine Larrey épousait mademoiselle Louise Hortense Geneviève de Ronfet-Quédissac. Elle apportait 600 000 francs de dot et était, disait-on, la plus jolie mariée qu'on eût encore vue cette année-là. 25 mai 1878.